En une semaine, un État sahélien fragile a suspendu toute compétition politique par un seul décret brutal, présenté comme une reconstruction nécessaire. Ce geste renverse une règle jugée intouchable et oblige partenaires, voisins et citoyens à revoir leurs certitudes établies. Que signifie ce basculement pour ceux qui regardent de loin? Lorsque Ibrahim Traoré affirme que l'unité doit précéder la pluralité et que la sécurité prime sur le rituel électoral. Ce qui s'est produit ensuite a déplacé les lignes du pouvoir africain et ouvert une séquence dont les conséquences dépassent largement cet instant. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture que beaucoup évitent, non par manque d'information, mais par confort et prudence intellectuelle. Elle permet de comprendre ce qui se joue réellement derrière une décision qui, à première vue, semble n'être qu'un acte d'autorité de plus dans une région sous tension. Et ceci n'est pas une analyse destinée à être écoutée distraitement. Si vous vous arrêtez ici, vous risquez de réduire cet événement à une opposition simpliste entre autoritarisme et démocratie, sans voir les mécanismes plus profonds à l'œuvre. Vous manquerez la manière dont une crise sécuritaire, une fatigue collective et une perte de confiance ont convergé pour rendre ce choix possible, voire acceptable, aux yeux d'une partie de la population. Vous passerez aussi à côté des enjeux concrets qui se dessinent déjà pour l'avenir politique, institutionnel et social du pays concerné. En restant, vous allez acquérir une grille de lecture plus précise pour distinguer le discours officiel, les intérêts en jeu et les conséquences probables à moyen terme. Vous comprendrez pourquoi cette séquence ne concerne pas seulement un État, mais interroge plus largement la trajectoire politique de toute une région. Ignorer ces éléments, c'est accepter de regarder la surface sans jamais toucher au fond. La dissolution de l'ensemble des partis politiques n'a pas seulement modifié un cadre juridique, elle a supprimé d'un coup toute forme de concurrence organisée. En retirant ces structures, le pouvoir a changé la nature même du jeu politique, en passant d'un système imparfait à un espace entièrement centralisé. Un chiffre suffit à mesurer l'ampleur du geste. Plus de 100 partis légalement enregistrés ont cessé d'exister en une seule décision. Ce nombre ne dit pas tout de leur efficacité réelle, mais il montre la brutalité du basculement et la vitesse à laquelle un paysage politique entier a été effacé. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au point de départ. Depuis plusieurs années, l'État faisait face à une dégradation continue de la sécurité, à une perte de contrôle territorial et à une défiance croissante envers les élites civiles. Les élections se succédaient, mais les résultats concrets restaient limités pour une population confrontée à l'insécurité quotidienne. Peu à peu, les partis ont été perçus non comme des instruments de représentation, mais comme des structures éloignées des réalités vécues, concentrées sur leurs rivalités internes. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré est apparu comme une figure de rupture, porté moins par un programme partisan que par une promesse d'efficacité et de restauration de l'autorité de l'État. La décision de dissoudre les partis s'inscrit ainsi dans une logique de recentralisation, présentée comme temporaire, mais aux contours encore flous. Elle vise à éliminer ce qui est décrit comme des sources de division, au profit d'une unité nationale jugée indispensable face à la crise. Les premiers touchés par cette mesure sont les acteurs politiques eux-mêmes, privés de toute existence légale, mais aussi les citoyens qui se retrouvent sans canaux formels de contestation ou de médiation. Ce déplacement crée une situation inédite. Un État qui affirme vouloir se reconstruire sans les mécanismes classiques de la représentation. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le système précédent fonctionnait mal, mais ce qui peut durablement le remplacer sans créer de nouveaux déséquilibres. Très tôt dans cette séquence, un repère s'est imposé pour interpréter ce qui se déroulait, non comme une succession d'actes isolés, mais comme une trajectoire cohérente. Ce repère n'est ni une institution internationale, ni une chancellerie étrangère, mais un acteur central du moment, observé autant pour ses choix que pour ce qu'il révèle du rapport au pouvoir. Pour de nombreux observateurs locaux, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un guide de lecture plus que comme un simple décideur. Il ne s'est pas présenté comme l'héritier d'un parti, ni comme le produit d'un compromis électoral, mais comme l'expression d'une urgence nationale. Cette posture modifie profondément la manière dont ces décisions sont perçues, car elles sont évaluées à l'aune de l'efficacité immédiate, plutôt que des procédures classiques. Les premiers effets ont été visibles rapidement. Dans les jours qui ont suivi, le discours officiel s'est recentré sur la sécurité, la cohésion et la discipline administrative. Des mesures de réorganisation ont été annoncées, et l'appareil d'État a donné l'image d'un recentrage vertical, plus lisible, mais aussi plus fermé.
Pour certains responsables locaux, cette clarification a été vécue comme un soulagement après des années de rivalité politique paralysante. Dans le même temps, d'autres signaux sont apparus. Des voix critiques, jusque-là structurées par des partis ou des coalitions, se sont retrouvées dispersées et sans cadre formel pour s'exprimer. Ce phénomène n'a pas créé de choc immédiat, mais il a installé une tension latente entre efficacité à court terme et capacité de correction à moyen terme. Ce double mouvement, renforcement de l'autorité d'un côté et affaiblissement des contrepoids de l'autre, marque une étape décisive. À partir de là, la question ne porte plus seulement sur une décision précise, mais sur la direction globale prise par l'État. Et à ce moment précis, le débat a changé de niveau. Tout a commencé par un point de rupture clair, identifiable, presque brutal, un décret, une annonce officielle, puis un silence court, lourd, immédiatement suivi de réactions en chaîne. En quelques heures, le cadre politique existant a cessé de fonctionner, comme si un interrupteur avait été abaissé sans avertissement. Au départ, l'effet a été contenu. Les administrations ont continué à tourner, les services essentiels sont restés en place et le discours public a insisté sur la continuité de l'État. Mais très vite, les premières secousses sont apparues. Les structures partisanes ont fermé leurs locaux. Les responsables politiques ont disparu de l'espace médiatique. Et les réseaux qui organisaient jusque-là la contestation se sont retrouvés désarticulés. Ce n'était pas encore le chaos, mais une mise à l'arrêt nette, presque clinique. La phase suivante a accéléré le rythme. Des réactions sont venues de plusieurs fronts à la fois. Soutien populaire dans certains centres urbains, inquiétude silencieuse dans d'autres régions, interrogations prudentes de partenaires extérieurs. Chaque prise de position, chaque communiqué ajoutait une couche de tension supplémentaire. Ce qui n'était qu'un acte interne a commencé à produire des ondes bien au-delà du pays. À ce stade, le mouvement est devenu irréversible. Les acteurs politiques traditionnels, privés de toute base légale, n'avaient plus de levier collectif pour répondre. Les débats se sont déplacés des arènes institutionnelles vers les conversations privées, les cercles informels, les discussions de rue. Le pouvoir, lui, avançait vite, conscient que le temps joue toujours en faveur de celui qui contrôle l'agenda. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré s'est consolidé, non pas par de nouveaux discours spectaculaires, mais par l'absence de recul. Aucune annonce de suspension temporaire, aucun calendrier précis de retour à la normale. Cette fermeté a renforcé chez ses partisans l'idée d'un cap assumé. Chez ses critiques, elle a fait naître la crainte d'un glissement progressif, difficile à enrayer une fois engagé. Puis sont venus les effets secondaires, plus lents mais plus profonds. Des alliances locales se sont dissoutes. Des figures intermédiaires ont perdu leur rôle de médiation. Des administrations régionales ont attendu des instructions claires, révélant une dépendance accrue au centre. Ce n'était plus seulement une crise politique, mais une recomposition silencieuse des équilibres internes. La phase de rémanence s'est installée ensuite, moins visible, mais plus lourde. Les habitudes ont commencé à changer. Les décisions ont suivi des circuits plus courts. Les désaccords se sont exprimés avec plus de retenue. Rien n'indiquait un effondrement, mais tout suggérait un durcissement progressif des marges de manœuvre. Ce qui avait été présenté comme une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle s'inscrivait désormais dans la durée. À ce moment-là, une chose est devenue évidente, même si le système précédent était défaillant. Ce qui le remplaçait n'était plus une simple transition technique. C'était une nouvelle dynamique, encore incomplète, mais déjà structurante. Et lorsque les premières conséquences durables ont commencé à apparaître, la question n'était plus de savoir comment on en était arrivé là, mais ce que cette trajectoire produisait concrètement. Avant d'entrer dans les chiffres, un déplacement s'impose. Jusqu'ici, le débat a été dominé par des arguments politiques et symboliques. À ce stade, il devient nécessaire de passer d'une lecture qualitative à une évaluation plus mesurable, afin de comprendre l'ampleur réelle de ce qui est en train de se jouer. Un premier indicateur donne l'échelle du problème initial que le pouvoir affirme vouloir corriger. Avant la dissolution, le pays comptait plus de 100 partis politiques officiellement enregistrés. Ce chiffre révèle moins une vitalité démocratique qu'un éclatement extrême du paysage politique, rendant toute coordination durable presque impossible. Il traduit un système fragmenté, où la concurrence existait sans produire de gouvernance efficace ni de confiance collective. Le deuxième indicateur concerne le temps. Entre l'annonce officielle et l'entrée en vigueur effective de la mesure, moins d'une semaine s'est écoulée.
Cette rapidité montre que la décision n'était pas improvisée, mais préparée en amont, et qu'elle visait à produire un choc immédiat plutôt qu'une transition progressive. En termes institutionnels, cela signifie que les mécanismes habituels d'adaptation, de négociation ou de contestation n'ont pas eu le temps d'opérer. Un troisième chiffre permet de mesurer l'arrière-plan sécuritaire qui sert de justification centrale. Sur plusieurs années, des zones entières du territoire ont échappé au contrôle effectif de l'État, affectant directement des millions de personnes. Ce volume humain, même sans précision statistique fine, suffit à comprendre pourquoi l'argument de l'urgence résonne fortement auprès d'une partie de la population. Pour ces citoyens, la question prioritaire n'était plus la pluralité politique, mais la capacité de l'État à garantir un minimum de sécurité et de continuité. Un autre élément quantifiable réside dans la structure même de la décision. La dissolution ne s'est pas limitée aux organisations, mais s'est accompagnée du transfert de leurs biens à l'État. Ce basculement patrimonial représente un changement concret de rapport de force, car il prive instantanément les anciens partis de ressources matérielles. Logistique et financière, en pratique, cela rend toute reconstitution rapide extrêmement difficile, même en cas d'assouplissement futur. Enfin, il faut considérer l'impact humain indirect des milliers d'acteurs politiques, militants, employés administratifs et relais locaux se sont retrouvés sans cadre légal d'action du jour au lendemain. Ce nombre, rarement mis en avant, correspond à une perte massive de canaux d'expression structurés. Il ne s'agit pas seulement d'élites, mais de réseaux entiers qui jouaient un rôle d'intermédiation entre l'État et la société. Pris séparément, chacun de ces chiffres peut sembler abstrait. Mis ensemble, ils dessinent une réalité lourde. Ils montrent que la décision ne corrige pas un détail du système, mais en modifie simultanément la taille, la vitesse, la profondeur et les effets humains. Le débat n'est donc plus seulement normatif, mais structurel. À partir de là, une interrogation s'impose. Ces transformations mesurables renforcent-elles durablement la capacité de l'État, ou créent-elles un déséquilibre dont le coût apparaîtra plus tard? À ce stade, ignorer les arguments opposés affaiblirait la compréhension de la situation. Une lecture honnête impose de présenter ces positions dans leur forme la plus solide, sans caricature, car elles structurent une part réelle du débat. Le premier argument avancé par les critiques est institutionnel. Dissoudre tous les partis, même dans un contexte de crise, supprime d'un coup les mécanismes organisés de contrôle du pouvoir. Selon cette lecture, un système politique peut être inefficace sans être supprimé entièrement. Il peut être réformé, rationalisé ou encadré plus strictement. La disparition totale des partis ne corrige pas leurs défauts, elle élimine surtout les contrepoids. Le risque, disent-ils, n'est pas immédiat mais progressif, une concentration de décisions sans canaux formels de correction, où l'erreur devient plus coûteuse parce qu'elle ne peut plus être contestée légalement. À cela s'ajoute un second argument, plus historique. De nombreux États ont justifié des mesures exceptionnelles par l'urgence sécuritaire ou l'unité nationale. Dans certains cas, ces choix ont stabilisé temporairement la situation, mais souvent, l'exception est devenue la norme. Les critiques rappellent que l'absence de calendrier clair et de garanties institutionnelles transforme une transition annoncée en état durable. Ce n'est pas l'intention initiale qui pose problème, mais la difficulté, une fois le pouvoir centralisé, de le redéployer sans conflit. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils soulignent des risques réels et documentés. Toutefois, ils comportent aussi une limite majeure. Ils supposent l'existence préalable d'institutions capables de fonctionner correctement. Or, dans le cas présent, beaucoup de citoyens considéraient que ces institutions existaient surtout sur le papier. Les partis étaient nombreux, mais peu structurés. Les élections avaient lieu, mais n'enrayaient ni l'insécurité ni la défiance. La critique institutionnelle devient alors partiellement circulaire. Elle défend un cadre qui, dans la pratique, n'assurait plus ses fonctions fondamentales. Le point de bascule se situe ici. La question n'est pas de savoir si la suppression des partis est risquée. Elle l'est. La question est de savoir si leur maintien, dans leur forme antérieure, constituait encore une garantie crédible de stabilité, de représentation et de protection pour la population. Placés côte à côte, ces arguments ne s'annulent pas. Ils révèlent une tension centrale, choisir entre un système imparfait mais familier, et une rupture qui promet l'efficacité tout en exposant à d'autres dangers. C'est dans cet espace étroit que se joue l'essentiel de la décision. Tout a basculé autrement que prévu.
Ce qui change la lecture à ce point précis, ce n'est pas une nouvelle annonce officielle ni un revirement spectaculaire, mais un déplacement plus discret du centre de gravité. Jusqu'ici, la décision pouvait être lue comme un choix politique exceptionnel dans un contexte de crise. À partir de ce moment, elle commence à fonctionner comme un test de modèle, observé bien au-delà des frontières nationales. Ce basculement tient à un élément précis, l'absence de substitution immédiate. La disparition des partis n'a pas été accompagnée, dans l'immédiat, par la mise en place d'un cadre alternatif clair de participation ou de représentation. Ce vide n'est pas seulement institutionnel, il est symbolique. Il signifie que la phase actuelle n'est pas pensée comme une simple parenthèse administrative, mais comme un espace ouvert, dont les règles restent à définir. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Il n'est plus seulement celui qui tranche face à l'urgence, mais celui autour duquel s'organise l'attente collective. Les soutiens projettent sur lui la capacité d'inventer autre chose. Les sceptiques y voient un risque de personnalisation durable du pouvoir. Dans les deux cas, le regard ne se porte plus sur le passé à corriger, mais sur ce qui va émerger. Ce changement modifie profondément la dynamique. L'enjeu n'est plus de juger la décision initiale, mais de comprendre la trajectoire qu'elle ouvre. À partir d'ici, chaque silence, chaque délai, chaque mesure intermédiaire devient un signal interprété, pesé, amplifié. Et c'est précisément à ce moment que la suite cesse d'être prévisible. À partir de ce point de bascule, les effets cessent d'être théoriques et commencent à se matérialiser dans des espaces très concrets. La décision ne reste plus cantonnée au cercle politique. Elle s'infiltre dans le fonctionnement quotidien des institutions, de l'économie et de la société. Et c'est là que la lecture change définitivement de registre. Du côté de l'État, l'impact est immédiat mais ambivalent. La chaîne décisionnelle se raccourcit. Les arbitrages sont plus rapides et la cohérence administrative semble renforcée. Pour un appareil longtemps paralysé par des rivalités partisanes, ce resserrement donne l'image d'un centre qui reprend la main. Mais en parallèle, la disparition de toute opposition structurée accroît la pression sur le sommet. Les erreurs, lorsqu'elles surviennent, ne peuvent de plus être amorties par le débat institutionnel. La responsabilité se concentre, et avec elle, le risque politique, car chaque décision engage directement la crédibilité du pouvoir incarné par Ibrahim Traoré. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la situation est tout aussi contrastée. À court terme, certains saluent une plus grande lisibilité, moins d'interlocuteurs, moins de jeux politiques locaux et un discours officiel axé sur la stabilité et la souveraineté. Mais cette clarté a un revers. L'absence de contrepoids politique crée une incertitude juridique latente. Les investisseurs, locaux comme étrangers, cherchent des garanties de continuité. Non seulement dans les orientations, mais dans les règles du jeu elles-mêmes. Quand tout dépend d'un centre unique, la prévisibilité repose davantage sur la confiance personnelle que sur des cadres durables. Pour les citoyens, les conséquences sont plus sensibles encore. Une partie de la population ressent un soulagement lié à l'idée que l'État agit enfin sans blocage visible. Dans un contexte d'insécurité persistante, cette impression de fermeté répond à une attente profonde. Mais pour d'autres, notamment ceux qui utilisaient les partis comme relais, médiateurs ou espaces d'expression, le vide est réel. Les revendications ne disparaissent pas, elles changent de forme. Elles se déplacent vers des canaux informels, plus difficiles à encadrer et parfois plus explosifs. À l'échelle régionale et internationale, la séquence est observée avec une attention accrue. Dans le Sahel et au-delà, certains gouvernements voient dans cette expérience un précédent possible. D'autres y perçoivent un facteur de déstabilisation potentiel, capable d'influencer des équilibres déjà fragiles, les partenaires extérieurs. Eux ajustent leur discours, oscillant entre prudence diplomatique et inquiétude sur l'évolution des normes politiques. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité simple et lourde. La décision a produit des gagnants et des perdants, mais surtout, elle a déplacé le terrain du risque. Ce risque n'est plus dispersé dans un système fragmenté. Il est désormais concentré, visible, incarné. Et cela signifie que chaque étape suivante pèsera davantage que la précédente. À ce stade, plus personne n'est réellement spectateur. À ce stade, plusieurs trajectoires deviennent plausibles, sans qu'aucune ne s'impose encore avec certitude. Dans le scénario le plus probable, la dynamique actuelle se prolonge. Le pouvoir consolide son contrôle, avance par ajustements successifs et cherche à produire des résultats visibles en matière de sécurité et de fonctionnement de l'État.
La situation ne s'effondre pas, mais reste tendue, marquée par une stabilité relative obtenue au prix d'un espace politique réduit. Les attentes restent élevées. Et chaque progrès compte autant que chaque retard. Dans un scénario plus optimiste, les autorités parviennent à transformer cette phase de centralisation en transition structurée. Des mécanismes alternatifs de participation émergent progressivement. Des institutions gagnent en autonomie réelle et un cadre clair se dessine pour l'après. La fermeté initiale sert alors de levier pour reconstruire un État plus cohérent, capable de rouvrir l'espace politique sans revenir au chaos précédent. Ce chemin est exigeant, mais il nourrit l'idée qu'une sortie par le haut est possible. Le scénario le plus défavorable repose sur un glissement lent mais continu. La concentration du pouvoir s'installe sans garde-fou suffisant. Les contrepoids ne se reconstituent pas et la personnalisation des décisions devient la norme. Les résultats attendus tardent ou déçoivent, tandis que les frustrations s'accumulent sans débouché institutionnel. Dans ce cas, la stabilité apparente masque une fragilité profonde, susceptible de ressurgir brutalement. Face à ces trois hypothèses, un point commun s'impose. L'enjeu central n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais de reconnaître que les choix faits maintenant conditionnent fortement l'éventail des possibles. La vigilance, la clarté des orientations et la capacité à corriger le cap pèseront plus que les intentions affichées. Après avoir parcouru les dynamiques générales et les scénarios possibles, une question s'impose naturellement. Qu'est-ce que tout cela change pour la personne qui écoute cette analyse aujourd'hui? À partir de là, le récit cesse d'être abstrait et commence à toucher des trajectoires individuelles, parfois sans que l'on en ait pleinement conscience. Pour les personnes déjà attentives aux questions politiques et géopolitiques, cette séquence constitue un signal d'alerte intellectuelle. Elle rappelle que les systèmes peuvent se transformer rapidement et que les repères familiers ne sont jamais garantis. Comprendre ces mutations offre un avantage réel, celui d'anticiper, de contextualiser l'information et de ne pas se laisser enfermer dans des lectures simplistes ou émotionnelles. Mais cet avantage suppose une vigilance constante, car la situation évolue plus vite que les cadres d'analyse traditionnels. Pour celles et ceux qui se sentent affectés de manière indirecte, notamment par leur travail, leurs échanges économiques ou leur environnement régional, l'enjeu est différent. Les décisions politiques prises loin du quotidien peuvent, à moyen terme, modifier des conditions très concrètes, stabilité, perspectives économiques, circulation de l'information. Même sans engagement direct, l'adaptation devient nécessaire, ne serait-ce que pour ajuster ses attentes et ses choix pratiques face à une réalité mouvante. Enfin, il y a ceux qui estiment que cette histoire ne les concerne pas. Cette distance est compréhensible, mais elle comporte un risque. Les transformations systémiques produisent souvent leurs effets de façon différée, lorsqu'elles deviennent visibles dans la vie courante. Il est parfois trop tard pour les comprendre sereinement. Ne pas s'y intéresser aujourd'hui revient souvent à subir demain des changements que l'on n'a pas anticipés. Au fond, quelle que soit la position de départ, une chose demeure. Saisir le sens de cette séquence permet de rester acteur de sa propre lecture du monde, plutôt que simple spectateur des décisions des autres. À ce stade, il devient clair qu'aucune sortie de crise ne peut reposer uniquement sur des déclarations ou des intentions générales. Si cette séquence doit mener autre part qu'à une simple concentration durable du pouvoir, elle exige une trajectoire lisible, structurée et vérifiable. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui a été supprimé, mais ce qui doit être construit. La première responsabilité incombe au sommet de l'État. Il s'agit de définir un cadre de transition explicite, avec des étapes identifiables et un horizon temporel compréhensible. Cela ne signifie pas annoncer un calendrier rigide, mais établir des repères publics permettant d'évaluer l'avancement réel. Pour Ibrahim Traoré, cette clarté constitue moins une concession qu'un instrument de crédibilité, car elle transforme une décision exceptionnelle en processus gouvernable. La deuxième étape concerne les